Le président de la République confirme devant le Conseil de la Ligue des États arabes que les circonstances dans lesquelles se tient le sommet sont exceptionnelles et appelle à la fin du génocide dont est victime le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le Premier ministre supervise le lancement des activités de la Journée nationale de l'inclusion financière. Le ministre de l'Élevage tient une séance de travail avec son homologue sénégalais au sujet de la mise à disposition de moutons de sacrifice pour l'année 2024. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Nous nous excusons pour ce léger retard, indépendant de notre volonté. À la une, dans un discours prononcé lors de la séance d'ouverture du sommet arabe tenu aujourd'hui dans la capitale Bahreïn, Manama, le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, a souligné que les circonstances dans lesquelles se tient la 33e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau du sommet sont exceptionnelles, très complexes et sensibles, exprimant ainsi son amertume et sa tristesse face au génocide auquel sont soumis les Palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza. Il s'est dit également déçu par la faiblesse de la capacité collective arabe à influencer efficacement la communauté internationale, malgré le potentiel des Arabes qui les qualifient pour être un acteur efficace sur la scène internationale. Yada Lifal nous fait la synthèse de ce discours. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que les bénédictions d'Allah soient sur son saint prophète. Majesté le roi Hamed bin Issa al-Khalifa, roi du royaume de Bahreïn. Vos Majestés, Excellences et Altesses, Son Excellence le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Excellences, Mesdames et Messieurs. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah le Tout-Puissant. Tout d'abord, je voudrais adresser mes sincères remerciements à mon frère, Sa Majesté le roi Hamed bin Issa al-Khalifa, roi du royaume de Bahreïn, et son Altesse royale, le prince Salman bin Hamad al-Khalifa, prince héritier et premier ministre, et au peuple bahreïni en général, pour avoir accueilli cette 33e session du Conseil de la Ligue des États arabes et pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont nous avons été l'objet. Je félicite également Sa Majesté d'avoir assumé la présidence du Conseil de la Ligue des États arabes, notant son rôle éminent et important au service des causes de la nation arabe. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements aux serviteurs de deux saintes mosquées, Sa Majesté, le roi Salman bin Abdelaziz et son Altesse royale, le prince héritier et premier ministre Mohamed bin Salman, pour les réalisations remarquables accomplies pendant la présidence du Royaume d'Arabie Saoudite lors de la dernière session faisant avancer l'action arabe commune. Dans ce contexte, je ne peux manquer de saluer les efforts inlassables du secrétaire général, M. Ahmed Aboulqaïd, et son équipe pour améliorer et développer les mécanismes de travail de notre Ligue arabe. Mesdames et messieurs, il va sans dire que les circonstances dans lesquelles se tient notre sommet aujourd'hui sont exceptionnelles, extrêmement complexes et sensibles, car nous ressentons tous avec amertume et tristesse les génocides systématiques dont sont victimes nos frères palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza. Nous sommes également profondément convaincus que notre capacité collective d'influence internationale est affaiblie, malgré notre potentiel qui nous rend éligibles pour être un acteur efficace sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, l'insistance d'Israël dans la bande de Gaza à poursuivre ses massacres, ses déplacements et son génocide au vu et au su du monde entier affaiblit la confiance et l'espoir dans la communauté internationale et ses institutions et renforce la conviction de sa politique de 2 poids, 2 mesures. Cette situation nous oblige impérativement, en tant qu'États arabes, à redoubler d'efforts et à intensifier la coordination avec toutes les parties internationales afin de mettre fin immédiatement à cette guerre barbare et injuste et de rétablir la situation telle qu'elle était avant son début
afin d'œuvrer à la mise en place d'une solution permanente qui garantisse le droit des Palestiniens à la création d'un État indépendant avec el Quds Est pour capitale, conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU et à l'initiative de paix arabe. Telle est notre position ferme en République islamique de Mauritanie. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'autre moyen de parvenir à une sécurité, à une stabilité durable et globale dans cette région. Sont dans l'erreur ceux qui croient qu'en continuant à tuer et à détruire, ils peuvent parvenir à une sécurité et une stabilité durable pour eux-mêmes aux dépens des autres. De même que nous sommes tenus de nous efforcer de mettre fin à la guerre contre Gaza et de permettre aux Palestiniens d'exercer leurs droits inaliénables dans le cadre de la solution de deux États. Nous sommes également appelés de toute urgence à trouver des solutions pacifiques et durables aux conflits interrégionaux où qu'ils surviennent dans notre espace arabe. Il est vrai que les différentes crises dans le monde arabe sont dues en grande partie à la complexité de la situation internationale et à la gravité des défis qui la caractérisent, souvent. Mais l'échec de notre action arabe commune à atteindre les niveaux d'efficacité souhaités joue un rôle important dans la poursuite et parfois l'exacerbation de ces crises. Nous devons nous efforcer d'en finir avec les causes de la division et de la discorde et de promouvoir une culture de dialogue et de coordination à différents niveaux. Les liens historiques, culturels et idéologiques forts qui nous unissent et les grandes valeurs de fraternité, de solidarité et de synergie sur lesquelles notre civilisation arabe est fondée rendent impératif pour nous de parvenir à la sécurité et à la paix dans tout notre espace arabe, afin qu'il devienne véritablement un espace de fraternité, de réconciliation et d'intégration. Le renforcement de notre action arabe commune est notre porte d'entrée pour résoudre nos crises arabes, ainsi que pour adapter efficacement aux profonds changements géostratégiques qui se profilent. J'espère que cette 33e session du Conseil de la Ligue des États arabes constituera un tournant décisif dans la direction de l'évaluation de notre action arabe commune, à un niveau qui réponde aux espoirs de nos peuples et renforce notre capacité de faire face aux crises aiguës auxquelles notre action est confrontée. Je vous remercie et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Traduction intégrale du discours par Yad Alifal. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a assisté ce jeudi dans la capitale du Bahreïn, Manama, à l'ouverture des travaux de la 33e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau du sommet. Les souverains, les chefs d'État et de gouvernement arabes participent à ce sommet qui se déroule à un moment exceptionnel où divers développements politiques et économiques ont été enregistrés au niveau régional et international. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, a reçu ce jeudi à son cabinet le ministre sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, M. Mabouba Diagne, qui effectue actuellement une visite de travail dans notre pays. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les développer davantage pour répondre aux aspirations des deux peuples frères, ainsi que sur les questions d'intérêt commun.
Et à l'issue de l'entretien, le ministre sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Au nom de son Excellence le Président de la République du Sénégal, au nom du Premier ministre, remercier tout le peuple mauritanien, en particulier le Président de la République, son Excellence le Président de la République de Mauritanie, son Excellence le Premier ministre et mon frère le ministre de l'Élevage pour l'accueil chaleureux qui m'ont été réservés, moi et ma délégation, depuis que je suis arrivé. Nous avons discuté ensemble, non seulement au-delà des relations fraternelles qui existent entre la Mauritanie et le Sénégal, qui ne datent pas d'aujourd'hui, le fait que son Excellence le Président de la République du Sénégal a choisi la Mauritanie comme le premier pays pour venir ici est une forte leçon, un message très fort pour montrer combien nos deux pays sont frères. Le pont de Rosso aussi est une autre illustration. Nous avons discuté, peut-être qu'on doit aller au-delà de ça, peut-être penser à faire une politique agricole commune. Et quand je dis politique agricole, c'est avec un grand K, c'est-à-dire agriculture et élevage. Peut-être avoir une politique de subvention des intrants agricoles, une politique commune, une politique de la production des végétaux commune, et tout cela de part et d'autre du fleuve. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, a supervisé au Palais des Congrès de Nouakchott le lancement des travaux de la journée nationale de l'inclusion financière organisée par la BCM, la Banque centrale de Mauritanie, en collaboration avec le gouvernement et les acteurs majeurs du secteur financier sous le thème « Pour une croissance accélérée et une prospérité partagée ». Le point avec Bokar Belaba. La journée nationale de l'inclusion financière organisée par la Banque centrale de Mauritanie, placée sous le haut patronage du président de la République, s'inscrit dans le cadre de la vision de la banque, traduite dans la stratégie nationale de l'inclusion financière, visant à développer un secteur financier inclusif, résilient et durable, grâce à l'accès et l'utilisation d'une gamme diversifiée de produits et services financiers numériques. À cela s'ajoute la généralisation de la culture financière et la promotion de la finance verte inclusive pour tous les Mauritaniens. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, a indiqué que l'importance de l'inclusion financière ne réside pas seulement dans la fourniture de tous les services financiers à divers segments de la société pour leur utilisation via les canaux officiels, mais cette importance apparaît également à travers la relation étroite entre l'inclusion financière d'une part, la stabilité financière et la croissance économique d'autre part. Il a souligné le rôle vital de l'inclusion financière dans l'amélioration du niveau de vie des groupes à revenus moyens et vulnérables, en plus des répercussions positives de ces indicateurs sur la réduction des taux de chômage, l'amélioration de la répartition des revenus et la protection sociale. Le Premier ministre a ajouté que la politique suivie dans le cadre de la gouvernance monétaire a permis à l'État de contenir l'inflation, de renforcer la stabilité du système financier, de moderniser les systèmes de paiement, de contribuer à l'inclusion financière et de poursuivre la modernisation du cadre de politique monétaire et du taux de change, soulignant que dans le domaine du paiement, des systèmes de règlement en temps réel de sommes importantes, de compensation à distance et de dépositaires centrales de titres ont été mis en service. Autre allocution, c'est celle du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Mohamed Lemine El-Dahbi, qui a déclaré que l'organisation de cette journée, en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux, reflète l'importance qu'ils accordent à l'implication de toutes les parties concernées et à prendre toutes les mesures nécessaires. L'objectif est d'assurer des conditions appropriées pour garantir l'accès de tous les citoyens aux produits et services financiers nécessaires à la réalisation de leurs aspirations. Le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie a fait savoir que la journée nationale de l'inclusion financière s'inscrit dans le contexte d'un ensemble de réformes du secteur bancaire mises en œuvre depuis 2022, ayant compris entre autres les domaines de la réforme de la gouvernance dans les banques et la définition du modèle de rapport annuel sur le sujet de la gouvernance pour la modernisation des opérations de contrôle, entre autres. L'ouverture de la journée a été également marquée par l'organisation d'une exposition
à laquelle ont participé les différentes institutions bancaires en Mauritanie. Les sessions programmées lors de cette journée ont offert aux participants l'occasion de s'informer sur les différents aspects liés à l'inclusion financière. La première session de discussion abordait le rôle de l'inclusion financière dans le développement économique et social, tandis que la deuxième session était consacrée à la question de savoir si les entreprises fintech et de la monnaie numérique des banques centrales représentent un nouveau modèle financier ou une menace pour la stabilité. Les trois autres sessions ont examiné la responsabilité du régulateur entre la promotion de l'inclusion financière et le devoir de contrôle, le rôle de l'éducation financière et de la protection des consommateurs dans le soutien à l'inclusion financière, l'impact potentiel d'un financement vert et inclusif sur le développement durable et la lutte contre les changements climatiques. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Naoul Sidi, accompagné du commandant de l'état-major général des forces armées, le général de corps d'armée Mokhtar Balla Cha'ban, a présidé les cérémonies funéraires des deux corps des deux martyrs du crash hier d'un avion d'entraînement militaire à Attar dû à une défaillance technique. Outre le ministre de la Défense et le chef d'état-major, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, le chef d'état-major adjoint, le chef d'état-major de la garde, le chef d'état-major de l'aviation, les commandants de division et direction de l'état-major général des armées, ainsi qu'un important groupe d'officiers, sous-officiers, soldats et citoyens sont venus participer à la prière et aux funérailles des deux martyrs de l'armée et de la nation. La mère du défunt a déclaré que son vivant, son fils, les a honorés parce qu'il a toujours été major de sa formation et parce qu'il payait de sa vie pour sauver la vie des gens. Tout cela est également en l'honneur des forces armées et de l'armée de l'air en particulier qu'il a formé avec courage et esprit d'initiative pour affronter les dangers. Ce qui donne une image honorable pour nos forces armées qui forment des hommes et auxquels les mères de famille peuvent confier leurs enfants, car les forces armées sont des usines qui fabriquent les hommes. Mon fils est mort en martyr, et cela est une récompense que seul le bon Dieu, Allah le Créateur, peut donner, et je ne peux que dire Alhamdulillah. Le ministre de l'élevage, M. Ahmed Deit Ould Chein, a tenu ce matin à Nouakchott une séance de travail avec son homologue sénégalais de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, Dr Mabouba Diagne, sur la préparation de la mise à disposition de moutons de sacrifice pour l'année 2024. Aminata Khan nous en dit plus. Préparation de la mise à disposition des moutons de sacrifice pour l'année 2024 entre notre pays et le Sénégal. Et ce sont les ministres de l'élevage, Hamdan Ould Chein, et celui de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage du Sénégal, Dr Mabouba Diagne, qui ont pris part à la rencontre bilatérale. Sur place, le ministre de l'Élevage a indiqué que ces rencontres témoignent de la volonté politique des deux chefs d'État, à savoir le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et son homologue sénégalais, Bachir Diomaye Diakhar Faye, de renforcer les relations de coopération et d'échanges économiques et culturels entre les deux pays. Le ministre a noté que cette volonté s'incarne dans la détermination des deux secteurs à aller de l'avant et à faire avancer les activités économiques liées à l'élevage, qui est un secteur vital dans l'économie des deux pays. Il a souligné que son département a pris les mesures nécessaires, notamment la construction des marchés de bétail dans les zones frontalières afin de faciliter l'approvisionnement en bétail des marchés sénégalais à l'occasion de l'Eid al-Adha al-Mubarak. Lui succédant, son homologue sénégalais a affirmé que le but de la visite de travail est d'informer le gouvernement mauritanien de toutes les dispositions prises par le gouvernement du Sénégal pour bien préparer l'Eid el-Kébir ou la fête de Tabaski.
Écoutons-le. La Tabaski, comme vous le savez, au-delà de son caractère religieux et social, constitue un moment fort d'échanges commerciaux entre nos deux pays frères. Nous vous rassurons, vos éleveurs et vos partenaires, que le Sénégal vous accueille avec toute la fraternité. En effet, les importations à partir de la République sœur de Mauritanie ont contribué significativement à la couverture de nos besoins nationaux, estimés pour 2023 dans l'ordre de 810 000 têtes. Ainsi, un cumul de 246 165 têtes de moutons importés, les 140 771 sujets, soit 57,19% importés venant de la Mauritanie. À ce propos, chers frères, je voudrais vous informer que les prochaines éditions de la Tabaski 2024, les besoins du marché national restent maintenus à 810 000 têtes, dont 260 000 pour la région de Dakar. Dès lors, nos besoins d'importation sont évalués pour cette année à 250 000 têtes. Et nous comptons sur les pays frères comme la Mauritanie de nous aider à fournir ces besoins. Mesdames, Messieurs, il me plaît de rappeler aux autorités et opérateurs mauritaniens que M. le Premier ministre Ousmane Sonko, à travers la lettre circulaire 00736 PM/MSGG SGATAP du 15 avril 2024, a déjà pris toutes les mesures nécessaires à même de faciliter l'exportation vers le Sénégal. C'est à ce titre que le Premier ministre m'a désigné de venir ensemble avec notre délégation pour visiter notre frère et vous confirmer notre entière disposition pour vous accompagner, pour accompagner les opérateurs et éleveurs pour venir aider le pays frère, le Sénégal. Il est à noter que plusieurs mesures ont été prises pour faciliter les procédures d'exportation et de suivi sanitaire des animaux entre les deux pays pour permettre aux promoteurs économiques et aux organisations professionnelles d'approvisionner les marchés sénégalais en moutons de sacrifice. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmadou Lahmassal Moussidi, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le lancement d'une plateforme numérique dédiée à la réception et au traitement des plaintes relatives aux droits de l'homme, dénommée Himayati. Cette plateforme s'inscrit dans le cadre des efforts du commissariat pour protéger et promouvoir les droits de l'homme en facilitant la soumission et le suivi des plaintes en tout lieu et à tout moment. Aminata Khan. Lancement de la plateforme numérique pour recevoir et traiter les plaintes liées aux droits de l'homme. Et c'est le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Ahmadou Ahmed Salem Ould Sidi, qui a supervisé le lancement de la plateforme. Les participants à la cérémonie ont suivi une présentation inhérente aux méthodes et mécanismes de dépôt des plaintes à travers les modalités de traitement de ces plaintes et les procédures qui seront suivies. Cette plateforme s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par la Commission pour protéger et promouvoir les droits de l'homme, nous dit le commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire à l'entame de son propos, indiquant que la création de cette plateforme répond aux normes et exigences internationales. Il a souligné que le rôle central que joue aujourd'hui le numérique comme moyen moderne de plaidoyer de protection des droits de l'homme et de les défendre ainsi que de développer leurs pratiques, notamment à travers la diffusion et la réception d'informations fiables pour sensibiliser et mobiliser les acteurs concernés. Il a indiqué que la plateforme électronique Ma Protection lancée aujourd'hui s'ajoute au numéro vert gratuit 1916 créé par la Commission au cours de l'année écoulée pour signaler les cas
cas de violation des droits de l'homme liés à la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Toutes ces mesures prises s'inscrivent dans le cadre des efforts du secteur visant à rapprocher ces services des citoyens de manière à permettre d'accélérer le traitement des plaintes qu'ils soumettent et de les communiquer aux autorités compétentes pour accélérer la recherche des solutions appropriées et garantir le droit de ces plaintes. Les jeunes initiateurs de la plateforme ont pris la parole. Ils sont revenus sur la méthode d'utilisation de cette plateforme. La commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Khatri, accompagnée du Wali du Houd al-Sharqi, M. Selmoul Sidi, a visité hier un certain nombre de villages et de collectivités dans les Muqata'a de Tembedqa et de Djigani. Bokar Baylaba nous en dit plus. Mme Fatima Khatri a supervisé la distribution de produits alimentaires. Elle a également mis en profit cette visite pour s'informer de l'état d'avancement des travaux sur les points de vente d'aliments de bétail aux éleveurs de ces localités situées à la frontière avec le Mali. La visite a également donné lieu à la distribution d'aides alimentaires et d'abris équipés à des dizaines de familles démunies. Et à l'adresse des populations locales, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Khatri, a souligné la nécessité d'observer la transparence dans la gestion des fourrages destinés à l'alimentation du bétail, soulignant les efforts du gouvernement, notamment au niveau de la phase du réseau de magasins villageois pour la sécurité alimentaire, dans le cadre du programme de renforcement de la résilience au niveau de la wilaya du Houd al-Sharqi. Les maires des localités visitées et les bénéficiaires de ces aides ont exprimé le remerciement à l'État pour avoir fourni du fourrage aux communautés rurales de la bande frontalière, notant que cette mesure aura un impact important dans leurs conditions de vie. La commissaire à la sécurité alimentaire a terminé sa série de visites par un détour au niveau des entrepôts du CSA dans la ville de Djigani. Sur place, elle a été édifiée sur le fonctionnement de ces structures, leur capacité de stockage et les moyens déployés pour les renforcer. Le grand marché de la capitale et la polyclinique de Nouakchott connaissent des opérations d'assainissement, de nettoyage, d'enlèvement des ordures et de désengorgement des artères principales qui sont en passe de changer le visage de la Muqata'a. Ici, tout semble avoir changé. Le goudron est flambant neuf et est à la merci des passants qui se baladent avec nonchalance, car il n'y a plus d'embouteillage, ni d'étal de marchandises, ni de vendeurs ambulants, ni de pousse-pousse qui se disputent la voie avec les taxis tout droit, ni de bousculade entre les visiteurs de la polyclinique, les usagers du marché ou les marcheurs pour se frayer un passage. Il faut préciser que le ministère de l'Équipement et des Transports, les autorités administratives et la commune de Tafraghzena mettent les bouchées doubles pour réussir cette importante campagne de nettoyage des ordures ménagères de cette zone vitale située au cœur de la capitale. Le Conseil national de la jeunesse a annoncé aujourd'hui le lancement d'un projet d'emploi des jeunes financé par l'Union européenne, leur offrant des opportunités de formation pour faire face aux défis de l'époque. Yedeli Fall. Cet atelier intitulé Engagement de la jeunesse au Sahel, cofinancé par l'Union européenne, la Fondation Accra en partenariat avec la CISV en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse et de la direction de la jeunesse, a pour objectif de débattre de cette question majeure. La présidente du Conseil national de la jeunesse, Mme Zainabou Abdeljelil, a déclaré à cette occasion que notre pays est considéré comme jeune et dont la population est jeune et jouit d'importants potentiels, en plus de la stabilité, mais que malgré cela, notre pays fait encore face à d'importants défis économiques. Le représentant de l'Union européenne dans cet atelier a déclaré que l'Union européenne finance ce projet. Ce projet ambitieux couvre 6 pays du Sahel, y compris la Mauritanie, reflétant notre engagement commun pour l'avenir de notre jeunesse. Le projet YES, doté d'un budget de 5 millions d'euros, soit environ 210 millions de MRU, et d'une durée de 4 années, a été conçu ici en Mauritanie en collaboration étroite avec la Direction générale de la jeunesse et le Conseil national de la jeunesse. La représentante d'Accra est revenue sur l'importance de ce projet. Le but principal de cette cérémonie qui nous réunit en cette matinée est de faire connaître les objectifs, les résultats, la dimension,
les acteurs et les activités du projet, mais également les défis à relever ensemble au niveau de chaque pays. Ce projet est exécuté dans 6 pays que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad et sera mis en œuvre dans les régions du Guidimaka et du Trarza. Nous refermons ce journal avec le lancement ce matin à Nouakchott de la 2e édition du Forum international de la femme organisé par l'Union des académiciens et intellectuels mauritaniens en collaboration avec le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille sous le thème « L'autonomisation de la femme, gage du développement durable ». Ce forum de 2 jours vise à échanger d'expériences entre les universitaires mauritaniens et leurs homologues étrangers sur les lois nationales et les conventions internationales relatives à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, expériences arabes et africaines. Mohamed Khattat. C'est une 2e édition du Forum international de la femme organisé par l'Union des académiciens, des intellectuels mauritaniens, en collaboration avec le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, qui s'est tenu sous le thème « L'autonomisation de la femme, gage du développement durable ». Ce forum de 2 jours vise à échanger des expériences entre les universitaires mauritaniens et leurs homologues étrangers sur les lois nationales et les conventions internationales relatives à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, expériences arabes et africaines. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, M. Ahmed Oulikhtara, a indiqué que ce forum intervient à un moment particulier où la femme mauritanienne a bénéficié d'une grande attention de la part du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, à travers la forte présence des femmes dans les différents postes de responsabilité, les centres de décision qui étaient jusqu'à une date récente réservés aux hommes. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a ajouté que son département a consacré un axe important de la stratégie nationale de l'action sociale dans le cadre du programme Ta'ahoudati à l'autonomisation économique, politique et sociale des femmes et leur implication directe dans tous les programmes de développement dans lesquels le secteur intervient au niveau national. De son côté, la présidente de l'Union des académiciens et intellectuels mauritaniens, Mme Mouna Mtsiyam, a indiqué que ce forum traduit les nobles idées contenues dans les discours du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a souligné à maintes reprises que le devoir national nous oblige tous à accélérer le rythme de l'autonomisation de la femme, à préserver ses droits et à placer dans une position digne de sa valeur, de ses capacités et des sacrifices qu'elle a consentis tout au long de l'histoire. Elle a salué l'attention particulière que la première dame, Mme Mariam Vadredda, accorde à la femme mauritanienne en général et son souci constant de veiller à ce que la composante féminine soit présente et efficace dans tous les aspects de l'action nationale. Pour sa part, l'adjoint au maire de Tefraghzena a salué les participants, notamment ceux qui ont fait le déplacement depuis l'étranger pour assister à cette rencontre. Il faut enfin noter que la cérémonie a été marquée par la remise de distinctions de reconnaissance pour nombre d'activistes dans le domaine des droits et de la promotion des femmes. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République confirme devant le Conseil de la Ligue des États arabes que les circonstances dans lesquelles se tient le sommet sont exceptionnelles et appelle à la fin du génocide dont est victime le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le Premier ministre supervise le lancement des activités de la Journée nationale de l'inclusion financière. Le ministre de l'Élevage tient une séance de travail avec son homologue sénégalais au sujet de la mise à disposition de moutons de sacrifice pour l'année 2024. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.